Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vous présente le top 3 des nouveautés audibles pour cette fin d'année. Ça reste un choix personnel bien évidemment. Le but de cette vidéo c'est d'inciter les gens à se remettre à la lecture, vu la quantité d'infos et de vocabulaire enrichissant que contiennent les livres, que ça soit audible ou inaudible. Vous trouverez tous les liens dans la description, et si vous voulez un format particulier n'hésitez pas à le demander en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous, c'est gratuit. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage à tous. Lord Crachinet était très maigre, rusé et futé. Son ami Flapoun avait le visage rougeaud, et il était si énorme qu'il fallait 6 hommes pour le hisser sur son monumental cheval alezan. Sans être aussi futé que Crachinet, Flapoun était tout de même beaucoup plus malin que le roi. Les deux lords étaient des flatteurs chevronnés qui faisaient expertement semblant d'être époustouflés par le talent de Fred dans tous les domaines, de l'équitation au jeu de puce. Si Crachinet avait un don particulier, c'était bien dans l'art de persuader le roi de faire ce que Crachinet avait en tête. Et là où Flapoun était doué, c'était pour convaincre Fred que personne au monde n'était aussi loyal envers lui que ses 2 meilleurs amis. Fred trouvait que Crachinet et Flapoun étaient de chic types. Il le poussait à donner des fêtes fastueuses, des pique-niques sophistiqués et de somptueux banquets, car la cornucopia était célèbre bien au-delà de ses frontières pour sa nourriture. Chacune de ces villes s'illustrait dans une spécialité distincte, pour laquelle elle était sans rivale dans le monde entier. La capitale de la cornucopia, Chouville, était située au sud du pays et entourée d'hectares de vergers, de champs de blé dorés et chatoyants, et d'herbes vert émeraude que broutaient des vaches laitières d'un blanc pur. La crème, la farine et les fruits que produisaient les fermiers étaient ensuite apportés aux pâtissiers exceptionnels de Chouville qui en faisaient des gâteaux. Pensez, s'il vous plaît, au gâteau ou au biscuit le plus délicieux que vous ayez jamais goûté. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'il aurait été une honte suprême de servir à Chouville cette chose-là. Si les yeux d'un solide gaillard ne s'emplissaient pas de larmes de plaisir lorsqu'il mordait dans un gâteau de Chouville, on jugeait que c'était un échec et on ne le refaisait plus jamais. Dans les vitrines des pâtisseries de Chouville s'empilaient les douceurs, songes de donzelles, nacelles des fées, et plus renommés encore, des espoirs du paradis, qui étaient si délicieusement, si douloureusement exquises qu'on les gardait pour les grandes occasions et que tout le monde pleurait de joie en les mangeant. Le roi Porphyrio, du royaume voisin de Pluritania, avait déjà envoyé au roi Fred une lettre pour lui proposer la main de n'importe laquelle de ses filles en échange d'un approvisionnement à vie en espoir du paradis. Mais Crachinet avait conseillé à Fred de rire au nez de l'ambassadeur pluritanien. « Ces filles sont très loin d'être assez jolies pour qu'on les échange contre des espoirs du paradis, sire, » avait-il dit. Au nord de Chouville s'étalaient encore d'autres champs verts et des rivières transparentes et scintillantes. On y élevait des vaches d'un noir de jais et de joyeux cochons roses. On destinait ceux-ci aux villes jumelles de Kurtzburg et de Baronstown, qui étaient séparées par un pont de pierre s'arquant sur la Fluma,
le fleuve principal de la cornucopia. Des péniches aux couleurs vives y transportaient des marchandises d'un bout à l'autre du royaume. Kurtzburg était célèbre pour ses fromages, d'énormes meules blanches, de denses boulets oranges, de grosses bûches friables aux veines bleues et de mignons petits fromages frais plus doux que du velours. Baronstown était réputé pour ses jambons fumés et rôtis au miel, ses rubans de lard, ses saucisses épicées, ses beefsteaks fondants et ses tourtes au chevreuil. Les fumées aux parfums salins qui s'élevaient des cheminées des fours en briques rouges de Baronstown se mêlaient à l'aigreur odorante émanant des fromageries de Kurtzburg, et sur des dizaines de lieues à la ronde, il était impossible de ne pas saliver en respirant l'air délicieux. À quelques heures au nord de Kurtzburg et de Baronstown, on tombait sur des hectares de vignobles chargés de raisins aussi gros que des œufs, tous mûrs et sucrés et juteux. Cheminant encore plus loin pour le reste de la journée, on atteignait la cité de granit de Jéroboam, connue pour ses vins. L'on disait de l'air de Jéroboam qu'il pouvait rendre un peu pompette quand on se promenait simplement dans les rues. Les meilleurs crus s'échangeaient pour des milliers et des milliers. De battre et l'espace d'une seconde horrible, ma poitrine se comprima et je me retrouvai aussi incapable de bouger que de respirer. J'étais soudain précipitée 5 ans en arrière, bloquée, immobilisée. Des milliers d'épingles se plantèrent dans ma nuque alors que mes poumons se vidaient douloureusement. Chacun de mes muscles se contracta. « Hé !» reprit la voix d'un ton plus doux, trahissant une pointe d'inquiétude. « Tout va bien ?» Je me forçais à prendre une profonde inspiration, à recommencer à respirer. Rien de plus. Faire entrer de l'air, le faire ressortir. J'avais pratiqué cet exercice des dizaines de fois au fil des 5 années écoulées. Je n'avais plus 14 ans. Je n'étais plus là-bas. J'étais ici, après avoir traversé près de la moitié du pays. 2 doigts me soulevèrent le menton. Des yeux d'un bleu surprenant cernés de longs cils noirs se posèrent sur les miens. Un bleu vif et électrique, contrastant si profondément avec les pupilles sombres que je me demandais si ce que je voyais était bien réel. Puis je compris. Un garçon me tenait dans ses bras. Jamais un garçon ne m'avait prise dans ses bras. Je ne comptais pas cette fois-là, car elle comptait pour que dalle, et j'étais collée à lui, cuisse contre cuisse, poitrine contre poitrine. Comme si nous dansions. Mes seins s'entrèrent en ébullition quand je sentis l'odeur discrète de son parfum. Waouh! Un produit de qualité, comme le sien. Une vague de colère monta en moi, un sentiment brut et familier qui repoussa au loin panique et confusion. Je m'y agrippais désespérément et retrouvai ma voix. « Lâche-moi !» Yeux bleus me libéra immédiatement. Ne m'étant pas préparée à cette absence de soutien, je perdis l'équilibre et me rattrapai juste avant de me prendre les pieds dans mon sac. Aussi essoufflée qu'après une course de fond, j'écartai les épaisses mèches qui me barraient la figure, et pus enfin obtenir un bon aperçu de yeux bleus. Nom d'un chien. Yeux bleus était... Il bénéficiait de tous les attributs susceptibles de faire perdre la tête aux filles. Il était grand, 1 voire 2 têtes de plus que moi. Large d'épaules, mais fin de hanches, un corps d'athlète, de nageur peut-être. Ses cheveux bruns ondulés basculaient sur son front, y rejoignant des sourcils parfaits. Des pommettes bien marquées et saillantes, ainsi que des lèvres particulièrement expressives, venaient compléter cette gravure de mode qui devait en faire saliver plus d'une. Ajoutez à cela ses prunelles saphir. Oh la vache! Qui aurait pu deviner qu'un bled nommé Shepherdstown pouvait accueillir en son sein un homme pareil? Et je lui étais rentrée dedans, littéralement. Génial. Désolée, je me dépêchais d'aller en cours, je suis en retard et... Ses lèvres s'arrondirent légèrement quand il s'agenouilla. Il commença à ramasser mes affaires, et je crus un bref instant que j'allais me mettre à pleurer. Je sentais déjà les larmes s'amonceler dans ma gorge. J'étais désormais vraiment à la bourre. Je ne pouvais décemment plus entrer en classe, surtout le premier jour. Échec.
Je m'accroupis pour rassembler mes stylos, abrités derrière la cascade de cheveux qui dissimulait ma honte. « Pas la peine de m'aider. Ça me fait plaisir. » Il mit la main sur un morceau de papier, puis leva la tête. « Introduction à l'astronomie ? J'y vais aussi. » Parfait. Pendant tout le semestre, j'allais devoir côtoyer le type qui avait failli me tuer dans le couloir. « Tu es en retard, » déclarai-je sans conviction. « Je suis vraiment désolée. » Une fois qu'il m'eut aidé à tout remettre dans ma besace, il se leva et me la rendit. « Pas grave. » Son demi-sourire s'étira, révélant une fossette sur sa joue gauche, l'autre demeurant parfaitement lisse. J'ai l'habitude que les filles se jettent sur moi. Je clignai les paupières, pensant tout d'abord avoir mal compris les paroles de cet ange aux yeux bleus. Il n'avait tout de même pas pu prononcer une phrase aussi débile. Malheureusement, si. Et il en remit une couche. En revanche, c'est la première fois qu'on essaie de me grimper sur le dos. C'était plutôt sympa. Me sentant rougir, je m'empressai de me défendre. Je n'ai pas essayé de te grimper sur le dos, ni de me jeter sur toi. Ah bon? Toujours ce sourire en coin. C'est bien dommage. Ça aurait fait de cette rentrée la meilleure de toute l'histoire. Je serrai fermement mon sac devant moi, ne sachant que répondre. Dans ma ville, les mecs ne flirtaient pas avec moi. La plupart d'entre eux n'osaient même pas me regarder au lycée, et ceux qui s'y risquaient ne le faisaient pas pour me draguer. Foutu de tenir cette promesse. Un serment, enfin. On ne rompt pas une promesse. Jamais. Tu avais promis, l'accusai-je, sans vergogne, alors qu'elle est déjà loin. Elle s'arrête, visiblement interpellée même à cette distance. T'avais juré que tu partirais. Ajoutai-je plus bas, pour moi-même, déchiré entre son mensonge et tous les miens. Toi aussi, tu avais dit que tu ne m'abandonnerais pas, que tu me protégerais. Mais parfois, Hardy, le mensonge ne relève que d'une bonne volonté, et non pas d'une ligne de conduite à toute épreuve. Sa voix se brise, et il y a dans son intonation une lassitude telle que je n'arrive pas à me défaire de ce sentiment de culpabilité qui me ronge. C'est elle qui ment, et c'est à moi qu'elle en veut. Cela ne fait aucun sens, songeai-je, en la regardant s'éloigner dans le couloir interminable. Je ne la retiens pas, je ne la cerne plus, et comprends que les quelques mois passés loin d'elle auront compté finalement dans la balance, que 6 mois, c'est peut-être assez long finalement. Somme toute, je peux dire que j'aurais été exaucé, qu'elle m'a oublié, et que je peux désormais sortir de sa vie. Sauf qu'avec ce que j'ai découvert ce soir, je dois à nouveau la protéger. Chapitre 1. Qu'est-ce que j'ai fait? Alissa. Pourquoi? Hurle la voix dans mon crâne. J'ai fait ce que je devais, luttant contre la culpabilité que je ressentais envers lui. Envers ce protecteur autoproclamé. J'ai tant essayé de le mettre de côté, d'occulter sa présence dans ma tête pour arriver à faire le seul truc qui m'a convaincu de rentrer au bercail. Et puis là, boum! C'est en passant à côté d'un cadavre encore chaud qu'il m'annonce qu'il n'est pas dans le camp des gentils. À moins que ce ne soit nous les gentils? Le voir ainsi poser sa main sur l'épaule de Mickey me fait perdre mes moyens. À quel moment Hardy est devenu le criminel que j'ai sous les yeux? Quand est-ce que le gentil soit à la droiture inflexible a-t-il choisi de frayer avec l'ennemi? Est-ce ainsi depuis le tout départ? Ai-je été menée en bateau depuis le tout début? Pire encore, ai-je moi-même fait le nœud qu'on est sur le point de me passer autour du cou? Suis-je comme elle? Suis-je comme ma mère, n'arrivant qu'à choisir des hommes toxiques qui me manipulent? Comment est-il possible que je n'ai pas vu ce qui se tramait sous mes yeux? J'ai beau me poser toutes les questions du monde, lorsque mon regard croise le sien, sombre, noir et empli de ténèbres, je n'arrive pas à y croire. Je l'ai pourtant juste devant moi, la preuve de son affiliation. Mais je n'y crois pas. Du moins, j'ai besoin de ne pas y croire.
Besoin que la seule personne à avoir manifesté un tant soit peu d'intérêt réel pour moi ne l'ait pas feint par cupidité. L'argent, le cul, la position sociale. Voilà ce que me répétait l'homme qui a manifesté de l'intérêt pour cette femme qu'était ma mère avant qu'il n'en fasse cette larve humaine à grands coups d'aiguille. Hardy est comme les autres, en fait. Comme tous les autres. Et peut-être qu'il serait temps que je laisse tomber mes rêves de petite fille. Peut-être qu'il a raison, au fond, et qu'il est temps que je descende de ma licorne à paillettes. Et toi? Tu n'as pas une bonne raison, peut-être? Si ça se trouve, il se dit la même chose de son côté. Argue la voix de ma raison, celle qui m'empêche de basculer vers le doute et la rancœur. Sauf que la base de mon être aspire au bonheur, et celle d'Hardy est empreinte de noirceur et de ténèbres. En a-t-il déjà été autrement? Depuis quand est-il ce monstre de malheur? Et moi, suis-je devenue à ce point hypocrite? J'ai pactisé avec Mickey. J'ai utilisé Hardy en quelque sorte pour réussir à avoir des infos. C'est avec son aide involontaire que j'ai compris qui était Cartwell. J'aurais pu le mettre au parfum. J'aurais peut-être dû. Mais l'idée que sa droiture et son obsession pour ma sécurité soient un frein à mon envie de faire la lumière m'en avait empêché. Mickey s'adresse à lui à présent. On m'a demandé de m'éloigner un peu et même si j'ai momentanément fait ami-ami avec Mickey, il ne m'est pas venu à l'idée de désobéir à son ordre. Je les observe qui discutent ensemble. Hardy est debout à ses côtés.